Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial. S'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Paul, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans ta galerie d'art chez Outsiders à Rouen. Oui, avec plaisir. Paul, j'avais à cœur de te recevoir sur le podcast parce que tu nous accompagnes à titre personnel, mon mari et moi, dans l'achat de plusieurs tableaux, plusieurs œuvres d'art, avec beaucoup d'écoute, d'empathie, de goût. Tu nous guides vraiment super bien dans nos investissements artistiques. Et puis aussi parce que moi, j'aime beaucoup l'art. J'ai envie de creuser davantage le lien entre leadership, entrepreneuriat, management et art. C'est le premier avec lequel je vais démarrer cette exploration. J'en suis très honoré. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire d'entrepreneur? Pourquoi tu as lancé ta galerie? Bien sûr, moi en fait c'est un peu un concours de circonstances parce que je n'étais pas tout à fait destiné à ça. Moi, jeune et gamin, mes parents m'emmenaient pas mal dans les musées, j'étais très sensible à tout ça. Je dessinais beaucoup. Mais par contre, j'étais un gamin dissipé qui voulait faire un peu de commerce. Donc, avant de me lancer dans l'art, j'ai essayé de faire des études supérieures, toujours un petit peu avec échec, parce que finalement, j'avortais toujours. J'ai commencé une école de commerce, je suis parti au bout d'1 an parce que en fait, je faisais que la fête et je faisais rien d'autre. Et donc, j'ai fait de l'immobilier longtemps, mais je gardais dans un coin de ma tête cette envie de faire un métier passion. Et en parallèle, je faisais les cours du soir aux Beaux-Arts avec mon meilleur copain, qui est lui artiste et qui habite à Londres, Scott. En fait, un beau jour, j'étais un peu... dans le métier de l'immobilier, j'étais à l'aise et ça marchait bien, mais je passais le plus clair de mon temps à faire un peu la fête et puis pas trop savoir de quoi demain sera fait, quoi. Et dans cette ambiance un petit peu festive, j'ai rencontré un de mes désormais meilleurs copains qui est l'artiste Kumbon. En fait, Kumbon, j'admirais ce qu'il faisait et puis sa façon de vivre qui me faisait marrer, qui était complètement débridé, quoi, qui vivait au jour le jour. Et en fait, son art, son style de vie vraiment déteignait sur son art et je trouvais ça génial. Et du coup, j'ai commencé à lui acheter des tableaux. C'est ce qui, un peu, à l'époque, m'a mis un premier pas aussi dans le monde du collectionneur. Parce que avant d'être marchand et galeriste, moi, j'étais avant tout
j'achetais de l'art, quoi. Pour exposer chez toi, pour avoir des tableaux. Ouais. Parce que j'aime bien aussi la notion de posséder une œuvre Enfin, d'ailleurs, on possède pas une œuvre, on dit qu'on l'a à un temps donné, et ce qui est vachement vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Bertrand, du coup, Kumbon, il s'appelle Bertrand, on passait beaucoup de temps ensemble, on rigolait bien, et un soir, on était au resto dans le quartier des Antiquaires de Rouen, chez une amie, et puis on discutait de tout et rien. On se disait surtout qu'on faisait un peu le tour des galeries à Rouen, et que malheureusement, à l'époque, en 2015, donc, il n'y avait pas du tout de lieu qui proposait une direction artistique empreinte de art urbain plutôt, et art contemporain urbain, parce que ça reste de l'art contemporain, mais qui était issu de la rue. Dans la discussion comme ça avec notre ami Eza, qui possède ce restaurant, un peu en déconnant, on dit ça serait bien qu'on monte une galerie, quoi. Et ce à quoi elle a rebondi, elle nous a dit le petit local en face là du resto, il se libère, il va être à la location un mois après, quoi. Donc en fait c'est parti d'un resto un peu bien arrosé, et on s'est dit allez, chiche, on va contacter le propriétaire des lieux, on va le démarcher pour louer son local, et puis on va contacter 2-3 copains. En l'occurrence, moi à l'époque, il y avait donc mon ami Scott avec qui j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, enfin même partie de mon âge adulte avec lui, et qui est toujours artiste, et un autre copain, Chalik, qui était un graffeur rouennais, qui est toujours un ami de Bertrand. Donc on est arrivé à louer ce petit lieu, et puis à monter cette galerie qui s'est appelée Outsider, parce que les émergents, on aimait bien ce nom, quoi. Ça évoquait pas mal cette notion de personnes qui n'est pas forcément donné gagnant au départ, mais on avait à l'époque un petit logo d'ailleurs qui était une petite tortue, qui faisait référence à la fable du lièvre et de la tortue. C'est parti de là, on a monté tout ce petit concept Outsider avec ce petit local de 20 mètres carrés à l'époque, qui était monté qu'avec 3 artistes. Et en fait, ça a pris tout de suite. Tout est parti de là. Génial. Ouais, c'était plutôt très cool. Le jour de l'inauguration, je crois qu'on avait eu 500 personnes dans 20 mètres carrés. Il y avait du monde jusqu'au bout de la place du Lieutenant Aubert à l'époque. Alors ça parle pas forcément aux auditeurs, mais ça donne une idée. Il y avait 50 mètres de fil, quoi. Alors que c'était vraiment une gargote de 20 mètres carrés avec 3 artistes. Mais, comment t'expliques cet engouement ? Pourquoi il y avait autant de personnes ? Parce que il y avait un peu une rencontre entre déjà 3 univers, le mien très à l'aise en société avec plein de copains partout, Bertrand qui était très suivi au niveau local comme artiste et qui avait une forte communauté, et puis les 2 autres, Scott et Manu, qui avaient aussi en fait des gens qui suivaient leur art. Scott, à travers ses réalisations, ses expositions à Londres notamment, Chalik, lui, c'était plutôt dans la rue où il allait graffer, et là on réunissait tout ce petit monde dans un lieu, et je pense tout simplement qu'il y avait autre chose, c'est que en fait les gens attendaient beaucoup un lieu comme ça à Rouen, aussi petit soit-il, parce que il était tout petit le lieu à l'époque, et donc ça avait créé une certaine émulation qui était sympa. Et du coup, on a eu énormément de monde. On avait pas mal communiqué, je pense, avec une communication qui était rigolote à l'époque, qui était décalée, qui était vraiment empreinte d'humour et de vraiment la galerie qui se prend pas du tout la tête, qui est je me rappelle, Paris Normandie nous avait appelé, là pour le coup je sais plus pourquoi ils nous avaient appelé comme ça, mais ça peut-être parce que notre discours lui avait évoqué ça aux journalistes à l'époque, mais on s'était fait nommer la galerie de la main tendue. Alors bon, je sais pas pourquoi. Enfin, honnêtement, on avait trouvé ça un peu on n'avait pas trop compris, mais ça nous avait fait marrer parce qu'on s'était dit putain, on a dû dire quelque chose qui laisse à penser que genre c'est ouvert à tout le monde, ce qui était le cas. Voilà. Mais donc voilà, un engouement important dès le début, c'était vraiment très cool. Moi, j'en garde un souvenir vachement ému, quoi. Donc là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Tu disais 2015. Septembre 2015, ça fera 10 ans, ouais. C'est quoi l'aventure de 10 ans d'Outsiders avec quand tu prends un pas de recul ou que tu regardes un peu dans le rétroviseur, tu te dis quoi ? Tu dis que lors de la décision que vous avez prise lors de cette soirée arrosée d'ouvrir ce petit local était une bonne décision ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ah bah c'était moi c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ni plus ni moins, hein. C'est un tourbillon Outsider. À partir du moment où on a ouvert ce petit lieu rue du Père Adam, tout s'est enchaîné très vite. Parce que moi j'étais encore en poste à l'époque dans l'immobilier quand j'ai lancé Outsider, mais très vite, vu l'engouement que ça a pris,
que ça a suscité, j'ai arrêté mon job et j'ai fait que ça. Donc après, ça a été un enchaînement complètement dingue de rencontres et de développement, parce que au bout d'un an, je prenais un deuxième local en face. Au bout de 2 ans, j'ouvrais un petit outsider à Marrakech parce que je rencontrais un copain qui deviendra un peu plus tard mon associé d'Enghien-les-Bains. Enfin, ça a été 10 ans de tourbillon, je dirais pas infernal, parce que c'est infernal, c'est un peu négatif, mais c'était c'était dense, c'était un peu fou, quoi. Comment ça t'a changé en tant que... ou qu'est-ce que ça t'a apporté sur toi ? Ça a tout changé, parce que moi, j'étais dans l'immobilier, si tu veux, à part bien gagner ma vie, je voyais pas beaucoup plus d'attrait dans ce métier-là, autrement que financier. Ça m'a ouvert l'esprit, parce que l'art, c'est un domaine où tu apprends tous les jours et où de toute façon tu dois être en veille permanente sur tout ce qui se passe dans le monde de l'art, qui est par essence un monde infini de découvertes. Ça m'a aussi beaucoup formé sur le plan personnel, dans la mesure où je suis devenu chef d'entreprise. J'ai dû du jour au lendemain arrêter de compter sur autre chose que sur moi. Ça fait peur aussi, parce que très clairement, je savais pas si une galerie d'art pourrait me nourrir éventuellement une future famille. Enfin, j'étais un grand fêtard, un petit mec un peu inconséquent qui n'en faisait un peu qu'à sa tête, et ça m'a fait devenir un adulte, en fait. Alors, je dis pas que je suis devenu un moine dès le lendemain, très très loin de cette idée-là, parce que je suis toujours quelqu'un de très j'aime bien faire la fête, j'aime bien. Mais ça m'a responsabilisé, très clairement. Enfin, c'est peut-être c'est un peu bateau de dire ça, mais ça m'a vraiment donné un but dans la vie. Et c'est moi outsider, c'est mon point d'équilibre, c'est-à-dire que je me lève le matin depuis 10 ans, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que c'est mon bébé, que je me suis investi à 300% dans ce projet depuis le départ. Aujourd'hui, c'est quand même une très belle boîte et j'en suis très heureux, mais je pense que sans cette boîte, j'aurais pas pu devenir père. C'est les fondements de ma vie, tout simplement, cette boîte. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais si je fais le bilan au bout de 10 ans, c'est ça. Quelle direction, quelle valeur tu portes avec Outsiders ? Quand tu dis c'est les fondements de ma vie, c'est quoi les fondements de ta vie ? Quelle part de toi tu mets dans Outsiders ? Dit autrement, tu parlais de direction artistique. Quel directeur artistique tu es pour Outsiders ? Il y a un lien très fort entre mes artistes permanents, c'est-à-dire les artistes pour lesquels je suis un galeriste, parce qu'il faut dissocier quand même, il y a 2 notions dans notre métier. Il y a une partie qui est plus bassement financière, c'est-à-dire commerçante, c'est le métier de marchand d'art où tu achètes, tu revends des œuvres sur le second marché ou d'artistes reconnus, et là c'est une activité vraiment commerçante. Et il y a la partie galeriste qui est, à mon sens, là pour le coup, c'est le lien d'une vie quasiment, parce que un artiste et son galeriste, c'est des choses qui sont difficilement racontables. En fait, on est là au quotidien. Tu vois, par exemple, les artistes que je représente le plus et dont je suis le plus proche, on s'échange quotidiennement sur la manière dont il va traiter de certaines toiles, certains sujets, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à la clientèle à laquelle on est confronté au quotidien. En fait, c'est du management. Un peu, parce que effectivement, je pense à Bertrand qui est toujours là aujourd'hui, Cambon. Je suis aussi son agent, c'est-à-dire que il va me solliciter pour pour monter un dossier artistique pour se vendre auprès d'une municipalité, auprès de professionnels, pour mener à bien des projets. La manière dont je peux comprendre peut-être ce que tu dis, dis-moi si je me trompe ou pas, mais je fais un peu le parallèle avec mon métier de coach, coach de dirigeant, avec un lien qui est moins fort et moins intime tel que tu le décris. Mais moi, je vois mon métier comme les gens, ils sont sur un chemin, donc sur un chemin de création généralement, sur un chemin managérial, humain, voilà. Et moi, je suis leur compagne de randonnée. Il y a des moments où ils se posent des questions sur quel chemin prendre. Ils ont besoin d'avoir un miroir de réflexion sur sur la manière dont ils vivent leur chemin. Peut-être un éclairage sur tiens, mais ce truc-là, comment je le fais ? Est-ce que je le vis de cette manière-là ? Est-ce que c'est pertinent ? Et moi, je les aide à discerner, à se poser des questions et à avancer de manière sereine sur ce chemin-là.
jusqu'à l'étape d'après. Et parfois, l'étape d'après, ils auront besoin d'une autre accompagnatrice. Est-ce que toi, c'est un peu ça dans la démarche artistique? Bah là, ouais, tu m'as beaucoup aidé. Non, c'est complètement ça, effectivement. C'est pour prendre l'exemple de JM Robert, pour parler de l'accompagnement que je peux fournir auprès de mes artistes, c'est que là, en face de nous, on a 2 abstraites de JM qui étaient vraiment très longtemps, enfin les 10 premières années de sa peinture, c'était essentiellement un portraitiste. Quand il a commencé à vraiment partir dans cette direction d'abstraction, parce qu'il était en recherche finalement, il travaille d'abord son fond pour ensuite apposer un visage au départ. Et vraiment là, on a vu ça à l'atelier, je lui dis mais vraiment JM, tu devrais pousser plus loin ce type de peinture parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses que finalement dans tes portraits. Et là, il y a cette notion où vraiment il y a ce ressenti. On peut ressentir presque une vibration dans la galerie et puis une émotion que va susciter une peinture chez un collectionneur ou juste un visiteur dans la galerie. Hein. Il y a cette notion de ressenti commun entre l'artiste et le galeriste qui est super important, c'est-à-dire qu'on se parle tous les jours de la direction dans laquelle aussi bien moi je dois aller avec la galerie parce qu'il y a plein de choses que moi j'ai abandonnées au fil du temps parce que trop commercial, parce que trop vu, trop. Et ça c'est aussi, tu vois, le dialogue que je peux avoir avec mes artistes qui ont parfois des chemins bien plus longs que moi dans l'art et qui aussi me font vachement évoluer parce que ils font partie de ce monde depuis plus longtemps que moi et qu'on échange sur plein de choses, sur des expositions qu'on a vues. Et en fait, tout ça, ça donne, ça nous ouvre une sorte de chemin commun entre nous. Il y a vraiment cette notion d'accompagnement au quotidien qui est super importante et qui est essentielle pour moi, quoi. Je sais pas si c'est bien dit. Mais... Ouais, si c'est finalement ton métier au quotidien. C'est tu vends des œuvres. Donc on est dans une galerie magnifique à Rouen. Tu disais que vous avez commencé à 20 mètres carrés. Ouais, 22. 22 mètres carrés. Ouais. Et là aujourd'hui on a combien de mètres carrés et ici à Rouen on a 450 à peu près. Donc en 10 ans t'as bien évolué. T'as commencé, il y avait 3 artistes. Aujourd'hui tu représentes combien d'artistes? Alors j'en représente une vingtaine. Je rebondis sur ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est que je peux pas être le galeriste de 50 artistes. Il faudrait que j'ai 48 heures dans chaque journée, quoi. C'est pas possible. Donc j'en représente vraiment une vingtaine, mais j'en présente 50 à peu près. Ok. Donc tu vends des œuvres de 50 artistes, mais le lien que tu viens de nous expliquer d'agents, de coach, vraiment d'accompagnants, t'en as 20. Non, en fait, je représente effectivement 20 artistes, mais le lien que je t'ai décrit, il est peut-être parce que c'est un lien hyper proche, hyper privilégié, et ça c'est peut-être 10 artistes maximum. Ok. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est énorme. Ouais, eh ben oui. Énorme. Parce que c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est pas ponctuellement dans l'année, c'est en permanence. Donc là, tu nous as parlé je dirais presque de la relation, de la direction humaine que tu as avec Outsider. La direction artistique, comment tu vas choisir le tableau qui est derrière toi, qui est de Irak, celui-là? Louis Martin, qui Louis est un Martin, Brésilien. Voilà, tu parlais de JM Robert. Comment tu choisis, c'est quoi l'œil que tu as quand tu choisis d'exposer tel ou tel artiste? C'est compliqué de te l'expliquer parce qu'en fait ça a beaucoup changé en 10 ans aussi. Mais aujourd'hui j'ai une direction artistique qui est assez nette dans ma tête. C'est-à-dire que je veux un représentant de chaque courant artistique assez pointu. C'est-à-dire par exemple là en face de nous on a Clément Verdière, tu vois, c'est de l'hyper-réalisme. Moi je suis captivé par sa façon de traiter ses peintures qui sont vraiment bluffante. Ouais, c'est quasiment une photo là. C'est quasiment puis sachant qu'en plus c'est des peintures à l'huile, donc la maîtrise technique est complètement bluffante. Et après il y a aussi une direction dans laquelle je veux porter Outsider, c'est-à-dire j'ai envie de montrer ce qu'il y a dans les tripes de mes artistes, c'est-à-dire que je veux vraiment les pousser à dépasser tout ce qui a fait que, alors c'est très bizarre ce que je vais dire, qu'ils ont très bien vendu. Je veux qu'on casse les codes. Et j'ai envie d'avoir le meilleur de mes artistes sans que ça soit ce qui marche forcément commercialement. Par exemple, je parlais de JM, les portraits, on en a vendu plein. Mais c'est attendu des portraits. Donc ce que j'aimerais vraiment, c'est d'avoir une galerie qui au premier coup d'œil est reconnaissable. C'est quoi le premier coup d'œil? T'as envie que quand on regarde Outsider, justement, on se dise... On est chez Outsider.
En fait, dans mon univers, dans mon métier, dans notre monde professionnel, on a beaucoup de galeries qui font les choses que pour l'argent et donc qui vont faire des artistes très commerciaux. Tu vois, quand je pense alors désolé pour eux, mais je pense à la chaîne de galeries Bel Air Fine Art, c'est toutes les mêmes. La direction artistique est pareille partout. Alors tu sais que c'est chez Bel Air, n'importe où, hein, que ce soit à Zurich ou à Marseille ou encore à Nice, c'est la même chose. Et c'est que des choses très attendues, c'est clinquant, enfin, il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas d'âme. Et moi, ça me gêne. Donc c'est plus un produit de luxe design que de l'œuvre d'art. Et c'est pour ça que moi, je trouve que chez mes artistes, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver quelque chose qui résonne fort, qui va de toute façon attirer les collectionneurs et qui va se vendre, parce qu'on est quand même là pour ça, mais qui sera pas du tout des toiles qui vont être faciles dans les sujets. C'est-à-dire, je veux quelque chose qui soit authentique. Voilà. Et c'est très compliqué parce que c'est quelque chose dont je fais En fait, j'ai commencé cette transition il y a déjà 3-4 ans, en arrêtant le pop art progressivement, tu vois, ce genre de choses que j'ai trop vu. Je veux vraiment arriver à pousser la galerie dans un segment beaucoup plus pointu, donc plus contemporain. Et c'est là où faut trouver le bon équilibre parce que c'est pas simple. Ce que je comprends de ta démarche, et je pense que c'est pour ça aussi que ça me touche et qu'on s'entend bien, en tout cas que je suis très sensible à l'accompagnement que tu as aussi de tes clients, que tu as ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire que l'attention que tu as quand quelqu'un franchit la porte pour comprendre son projet, son regard, lié aussi à son budget, l'intention avec laquelle il a envie d'acheter une œuvre, en fait, toi, c'est une intention que tu as quand tu choisis un artiste et quand tu choisis les œuvres de ces artistes. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois, c'est difficile de verbaliser ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'énergétique quasiment. Ok, cette toile-là, je la prends parce que quand je la vois, je vois que dans mes yeux, dans mes tripes, il se passe un truc. Et quand je la vois dans les yeux de mes clients, je vois aussi qu'ils sont attirés. Effectivement, moi, c'est pour ça que j'adore ta galerie. Je veux dire, la majorité des œuvres que je ne mettrai pas chez moi parce que je n'ai pas 15 000 tableaux ou que ça va pas avec mon style, etc. On en a déjà choisi quelques-unes, mais toutes m'interpellent. Toutes me fascinent, comme tu dis. J'ai envie de les regarder, je prends plaisir, etc. Et affine mon œil. En fait, on est en train d'en discuter et en même temps, j'y réfléchis. Mais si tu veux, finalement, pour résumer un petit peu plus facilement ce que je veux faire à travers la galerie, finalement, c'est que je suis en train de regarder les murs. C'est très égoïste comme démarche parce que c'est ce que moi je voudrais collectionner, que je montre. Et que finalement, d'ailleurs, je les collectionne parce que avant d'être un galeriste, je suis collectionneur. Et du coup, là, en ce moment, je regarde le rez-de-chaussée parce que les autres niveaux sont pas encore tout à fait organisés. Mais ouais, c'est mon œil de collectionneur qui va un peu diriger les murs là en ce moment. C'est là précisément où je veux aller, c'est que je veux faire des choses, quitte à faire moins de chiffres. Là, j'ai décidé vraiment de me faire plaisir aussi avant tout. Et du coup, en fait, vu que les artistes le voient, ça, je vais le défendre beaucoup plus facilement. Tu vois, cette part d'égoïsme qui est vraiment parce que moi je rentre dans ma galerie le matin, j'ai envie de voir des trucs qui me plaisent à moi et je me dis que s'ils me plaisent à moi, je vais plus facilement les défendre auprès des collectionneurs. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Et finalement, je fais pas moins de chiffre d'affaires. Ouais, même sûrement plus, ouais. Parce que quand tu parles d'une œuvre, elle te plaît vraiment, quoi. T'es pas juste un marchand d'art. Voilà, c'est ça. Et voilà, merci, j'y arrive enfin. Tout au début, le début de mon parcours, ça a été aussi, il fallait vendre des œuvres pour payer les charges et pour payer le développement. Et il y a des choses que tu fais parce que faut le faire et que ça paye les loyers ou ça paye les crédits. Et c'est vrai. Maintenant, j'ai toujours beaucoup de charges à payer. C'est pas le sujet. C'est que j'ai plus d'assis. Ça fait 10 ans. Je pense que j'ai atteint une certaine maturité dans mes choix de direction artistique et que j'ai pas très envie de faire des concessions, bassement pécuniaire dans ma line-up et plus les années vont passer désormais, plus ça va être ça, si tu veux. Paul, j'ai quelques dernières questions pour toi. Avec Chef, je m'interroge aussi à l'impact qu'on a sur le monde quand on entreprend, quand on prend des décisions, la manière dont on rayonne. Tu dis que ce que tu présentes, c'est ce qui te plaît. Quel est l'impact que tu espères avoir ou que tu penses avoir ou que tu vois que tu as avec cette galerie à Outsider ?
L'impact, déjà, c'est arriver à transmettre un petit peu la passion que tu as dans ton job. Je pense que c'est essentiel. Mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'achètes pas une œuvre, tu la possèdes un temps donné. Et ça, c'est super de te dire que finalement, tu vends des pièces uniques qui vont grandir avec tes collectionneurs, quoi. L'impact que je veux avoir, c'est vraiment arriver à transmettre ma passion aux collectionneurs et puis et aussi à transmettre une certaine ouverture d'esprit, parce que quand tu vis au milieu d'œuvres d'art, la vie tu la vois un peu différemment, c'est-à-dire que vraiment au quotidien tu t'interroges un peu plus au milieu d'œuvres d'art, parce que tu as des bouts des artistes chez toi, quoi. Donc t'as le bout d'une histoire de Clément, t'as le bout d'une histoire de Cédric, t'as le bout d'une histoire de Bertrand, et en fait tu vis à travers des choses qui sont un petit peu qui te force à travailler ton imaginaire, quoi, qui m'intéresse beaucoup. T'as une petite fille ? Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de lui transmettre à Anna ? On peut dire son prénom ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as envie de transmettre à Anna ? J'ai envie de lui transmettre la galerie. Non, blague à part, blague à part, en fait, c'est vrai, j'aimerais beaucoup que ma fille évolue dans le milieu artistique, parce qu'on fait ça aussi on a envie que ça dure l'éternité. Quand tu mets autant de cœur dans un projet, tu as envie de le transmettre à tes enfants. Et je pense que c'est bien parti, parce que Anna, depuis qu'elle est petite, de toute façon, elle évolue au milieu d'œuvres d'art. On a bien vu avec ma femme, avec Marie, que Anna, on le ressent comme ça, hein. Après, ça veut pas dire que c'est vrai, mais elle s'était ouverte au monde beaucoup plus vite, à notre sens. Et aujourd'hui, elle est très réceptive aux œuvres. Dès qu'elle rentre à la galerie, Anna, elle est folle, quoi. Elle va voir tout, elle contemple, et on sent que ça a éveillé quelque chose en elle qui nous surpasse, quoi. Et ça, c'est chouette. Alors, ce que je veux lui transmettre, moi, c'est mon amour de l'art et puis de la culture en général, parce que de toute façon, tout ça, c'est transversal, c'est lié. Et j'ai envie qu'elle évolue dans un monde où le beau est mis en valeur, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. Donc après, elle fera ce qu'elle veut, ma petite fille, hein. Mais si elle pouvait s'ouvrir au monde plus facilement avec cet univers qu'on lui offre, j'en serais très heureux. Et puis voilà, je trouve qu'on vit dans un monde qui est un peu dur, qui est voire très dur. Moi, je trouve mon apaisement dans les œuvres. Alors, je me dis que finalement, si on peut rendre le monde un petit peu meilleur, c'est aussi avec toutes ces émotions qu'on ressent quand on entre dans une galerie, pas nécessairement la mienne, mais voilà, c'est cette passion que j'ai envie de lui transmettre, et j'ai envie qu'elle soit aussi heureuse que son papa, quoi, avec ça. Et je pense que déjà, si on arrive à ça, on aura fait un bon bout de chemin dans l'éducation de notre petite fille. Tu parles des émotions, forcément ça m'intéresse. Comment tu gères tes émotions ? J'ai appris à les gérer beaucoup plus, parce que sinon ça serait compliqué, parce que c'est un peu Noël tous les jours dans une galerie quand tu reçois des œuvres. Mes émotions, je suis un grand sensible, très émotif, donc j'essaie de les gérer à travers le sport, notamment dans les moments en famille. Moi, j'ai un équilibre familial qui est important. Je suis très proche de mes parents, de ma femme, de ma fille, et ça me canalise. Je pense que la meilleure manière que j'ai de gérer mes émotions au quotidien, c'est d'être seul dans la galerie, prendre le temps de redécouvrir un petit peu les œuvres tout seul. C'est quelque chose qui m'apaise énormément. C'est le meilleur anxiolytique du monde, une œuvre d'art, c'est vrai. La contemplation, c'est important. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Important. Ouais. Tu sais, par exemple, toute la journée, j'ai ces deux œuvres devant moi là qui m'inspirent énormément. Je l'explique pas, mais ça me met sur une autre fréquence quand j'arrive ici. Chaque œuvre a une dimension énergétique. On en parlait. Ah oui, bien sûr. Tu sais, en plus, il y a quelque chose d'organique. C'est de la peinture à l'huile. L'huile, ça sèche jamais. Donc en fait, c'est des peintures qui vivent éternellement. Tu vois, les peintures de Delacroix et compagnie qu'on restaure encore aujourd'hui, mais c'est parce que là, c'est de la matière qui est vivante. C'est énergétique, c'est magnétique. C'est beaucoup de choses. C'est très fort. Il y a une autre chose qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont tu organises ton temps. Ouais. Parce que là, bordélique. On est à la galerie dans une fonction de commerce. Ouais. Où il y a des clients qui peuvent venir voir les œuvres, etc. Tu as le lien avec les artistes. Tu disais t'es sur les routes pour aller voir que ça soit les artistes ou tes clients. T'organises aussi des vernissages, des événements, etc. C'est quoi ton rapport au temps ? Comment t'organises tes journées ? Est-ce que t'as
des rituels ou pas? Ouais. Non, je parlais de bordélique. En fait, c'est vraiment une boutade parce que ça l'a été un temps, mais plus du tout aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des plages horaires qui sont destinées à l'accueil du public, comme aujourd'hui, le samedi, toute la journée. Le mercredi, le jeudi et le vendredi après-midi. Le reste du temps, le mardi, par exemple, je m'organise pour toujours aller à la galerie de Passy. Je vais un peu moins à Enghien-les-Bains parce que c'est plus autonome maintenant. Passy, c'est tout récent. Bon, le dimanche et le lundi, c'est familial. C'est-à-dire que je prends du temps pour moi. Enfin, du moins, j'essaye de le faire parce que c'est pas toujours évident. On est souvent dérangé, mais là, j'essaie vraiment d'avoir ce temps de respiration le dimanche, lundi en famille. Le dimanche, c'est clairement pas négociable. Je suis avec ma fille, ma femme et mes parents, toujours, tous les dimanches. Et le lundi, c'est repos tranquille tout seul avec ma femme souvent. Et le mardi, c'est je visite la galerie de Passy et je prends du temps pour organiser les accrochages là-bas. Et toutes les matinées, je me réserve les matinées pour visiter les artistes dans leurs ateliers, aller chez les clients, les livrer, installer, ou alors tout simplement découvrir des lieux pour leur donner des conseils. Qu'est-ce qui irait bien chez eux, dans une entreprise comme chez les particuliers, hein. Mais il y a vraiment, c'est assez, finalement, c'est pas routinier, mais ça se ressemble beaucoup, mes semaines. Tout en étant jamais la même chose, hein. Mais c'est par contre sur le rythme, j'ai un rythme qui est assez carré, quoi. Et tout le travail de coaching là dont on parlait avec tes artistes, tu le fais tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, c'est ce qui peut un peu prendre le pas sur mes jours de respiration justement, et c'est ce que j'essaie de canaliser parce que c'est au quotidien. Je pense à 3-4 artistes, on s'appelle tous les jours, quoi. Mais vraiment tous les jours. Donc ils vont m'appeler aussi bien à 7h du mat qu'à 22h pour m'envoyer une photo d'un aplat ou d'un trait de pinceau pour me demander l'avis que je vais avoir dessus, si tu veux. Donc c'est vite envahissant. Mais moi, ça me passionne. Alors bon, ça m'embête pas, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un travail quotidien, permanent. Enfin, d'ailleurs, c'est le mot permanent qu'il faut employer. Quand on parle pas mal d'équilibre pro-perso, où toi, ta vie et ton travail c'est très poreux, tu travailles tout le temps et tu travailles jamais en même temps. C'est exactement ça. Je travaille tout le temps. Et en même temps, j'ai pas l'impression de. Alors si, quand je vais faire de l'administratif ou des choses comme ça, là, je sens bien que je travaille, hein, parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais par contre, le reste du temps, de toute façon, c'est mon travail et ma vie, mon travail, c'est ma vie, quoi. Donc, c'est assimilé, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode ? Un dernier mot, écoute, j'espère que le monde va être un peu plus beau à travers des lieux comme le mien, par exemple, mais aussi en général, parce que je trouve qu'on a besoin d'énergie positive cette année. On a beaucoup de choses qui sont troublantes ces derniers temps et à mon sens, on a besoin de se retrouver pour contempler. J'espère que je vais avoir des gens qui vont venir découvrir la galerie, même à travers ce podcast. Ça peut donner envie aux gens de venir me visiter et puis d'échanger avec moi. Voilà. Merci Paul. Merci Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.